Personne au village de Kenyeba n'avait prévu que le refus catégorique de Moussa Traoré de payer la dot traditionnelle déclencherait une chaîne d'événements qui réveillerait les plus anciens gardiens de la forêt sacrée. Personne n'aurait imaginé qu'une simple histoire d'amour moderne pourrait rouvrir les portes entre le monde des vivants et celui des esprits ancestraux. Et personne, absolument personne, ne soupçonnait que Fatoumata Diarra savait exactement ce qui l'attendait quand elle prononça ces mots terrifiants, « Si tu ne veux pas de moi selon nos traditions, alors que la forêt décide de mon sort. » Car cette nuit-là, sous la lune rouge de la saison sèche, les tam-tams des ancêtres avaient résonné pour la première fois depuis un siècle. Les femmes les plus âgées du village avaient senti leurs cheveux se dresser sur leur tête sans comprendre pourquoi. Et dans les rêves des nouveau-nés, d'étranges visions de lianes qui dansent et d'arbres qui chuchotent des noms oubliés avaient troublé leur sommeil innocent. 3 signes que même les plus sceptiques n'auraient jamais dû ignorer. 3 présages qui annonçaient que les temps anciens revenaient réclamer leur dû. 3 avertissements que Moussa, aveuglé par son orgueil et sa modernité, avait balayés d'un revers de main méprisant. Mais les esprits de la forêt n'oublient jamais. Et ils ne pardonnent jamais à ceux qui brisent les pactes sacrés. Le marché de Kenyeba vibrait de cette énergie particulière au samedi de grande affluence, quand les villages environnants déversaient leurs produits et leurs espoirs dans un tourbillon de couleurs et de négociations passionnées. L'air saturé d'harmattan portait les effluves mélangés du poisson séché de la rivière Falémé, de l'encens de benjoin qui brûlait devant les étals de tissu, et de cette poussière rouge qui s'accrochait aux pagnes multicolores comme une bénédiction terrestre. Sous l'immense fromager centenaire qui dominait la place centrale, Fatoumata Diarra arrangeait ses galettes de mil avec la grâce naturelle de ses 23 ans. Ses gestes précis et fluides témoignaient d'une éducation soignée. Fille d'instituteur, elle avait grandi entre les livres et les traditions, naviguant avec aisance entre la modernité venue de Bamako et les coutumes ancestrales de son peuple mandingue. Sa beauté n'était pas tapageuse, plutôt cette élégance sobre des femmes qui portent en elles la sagesse de leurs aïeuls tout en rêvant d'horizons nouveaux. Ses yeux noisettes scrutaient la foule, cherchant la silhouette familière de celui qui avait promis de venir la voir ce matin-là. Moussa Traoré, 28 ans, ingénieur revenu de France après 5 années d'études brillantes, et qui avait conquis son cœur avec ses discours enflammés sur l'Afrique moderne et émancipée. Il dirigeait maintenant le nouveau projet de barrage hydroélectrique, incarnant parfaitement cette génération de jeunes Africains formés à l'Occident mais désireux de transformer leur continent natal. Fatou, ma sœur, arrête de regarder vers la route, la taquina gentiment Aminata Koulibaly, sa meilleure amie depuis l'enfance. Ton Français va finir par arriver, avec sa voiture qui pue l'essence et ses idées qui sentent l'étranger. Fatoumata sourit, mais son sourire était teinté d'inquiétude. Car depuis 3 semaines, depuis que son père El Hadj Sédou Diarra avait officiellement demandé à Moussa de respecter la procédure traditionnelle de demande en mariage, l'atmosphère s'était tendue entre eux. Les palabres familiales, la négociation de la dot, les bénédictions des anciens, tout ce protocole millénaire que Moussa qualifiait avec dédain des archaïsmes moyenâgeux qui maintiennent l'Afrique dans le passé. Les temps ont changé, Fatou, lui répétait-il lors de leur promenade le long de la Falémé. Nous sommes au XXIe siècle. L'amour ne se monnaie pas avec des chèvres et des bracelets d'or. Si nous nous aimons, ça devrait suffire. Point final. Mais pour El Hadj Sédou, descendant d'une lignée de griots respectés et gardiens jaloux des traditions familiales, c'était inconcevable. Ma fille, lui avait-il dit avec cette autorité paternelle teintée de tendresse, nos ancêtres ont établi ces rites pour de bonnes raisons. La dot n'est pas un prix qu'on paie pour acheter une femme. C'est un engagement, une garantie, un pont entre 2 familles qui s'unissent pour la vie. Si cet homme n'est pas prêt à respecter nos coutumes, comment peux-tu être sûr qu'il respectera ma fille ? Le conflit couvait depuis des semaines, transformant leur idylle en champ de bataille silencieux. Fatoumata se retrouvait prise entre 2 mondes qu'elle chérissait également, l'amour passionné qu'elle portait à Moussa et le respect profond qu'elle vouait à son héritage culturel. Ce matin-là, quand Moussa apparut enfin sur la place du marché, Fatoumata sut immédiatement que quelque chose avait changé. Il avançait avec cette démarche raide qu'elle avait appris à associer à ces moments de détermination inébranlable. Ses yeux, d'habitude si chaleureux quand il se posait sur elle, portaient maintenant une froideur qui la fit frissonner malgré la chaleur de l'harmattan. « Fatou, il faut qu'on parle, dit-il sans préambule, ignorant délibérément les salutations d'usage. J'ai pris une décision.
Ils s'éloignèrent vers l'ombre d'un baobab isolé, sous les regards intrigués des marchandes qui avaient reconnu le couple le plus commenté du village. Moussa prit les mains de Fatoumata entre les siennes, mais son geste manquait de cette tendresse habituelle qui faisait battre son cœur. « Écoute-moi bien, commença-t-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder douce. J'ai réfléchi à toute cette histoire de dot, de palabres, de tradition. Et ma conclusion est claire, je ne céderai pas. Je ne paierai pas un centime, je ne donnerai pas une chèvre, je n'offrirai pas un bracelet. Ce ne sont que des superstitions arriérées qui humilient les femmes et appauvrissent les hommes. » Fatoumata sentit son estomac se nouer. Elle avait espéré un compromis, une solution qui permettrait de satisfaire tout le monde. Mais le ton de Moussa ne laissait aucune place à la négociation. « Si tu m'aimes vraiment, continua-t-il, tu vas me suivre. Nous nous marierons civilement à Kay, loin de toutes ces simagrées. Nous construirons notre vie selon nos propres règles, pas selon les caprices de vieillards accrochés au passé. » Le silence qui suivit fut lourd de tous les non-dits accumulés. Dans ce silence, Fatoumata entendit les voix de sa mère qui lui enseignait les chants traditionnels, de sa grand-mère qui lui racontait les légendes des esprits protecteurs, de ses ancêtres qui avaient perpétué ces rites pendant des générations. Elle entendit aussi la voix de son cœur qui criait son amour pour cet homme brillant mais inflexible. « Et si je refuse » murmura-t-elle finalement. Moussa lâcha ses mains et recula d'un pas. « Alors tu auras choisi tes traditions plutôt que notre amour. Et je respecterai ton choix en partant définitivement. » C'était un ultimatum. Brutal, sans appel, qui ne laissait aucune échappatoire. Fatoumata regarda longuement cet homme qu'elle aimait, cherchant dans ses yeux une trace de flexibilité, une ouverture possible. Elle n'y trouva que la détermination froide de celui qui a pris sa décision et ne reviendra pas dessus. Je ne peux pas, articula-t-elle péniblement. Je ne peux pas tourner le dos à tout ce que je suis, à tout ce qui m'a construite. Ces traditions ne sont pas des chaînes, Moussa. Ce sont mes racines. Le visage de Moussa se ferma complètement. Alors adieu, Fatoumata Diarra. J'espère que tes racines te tiendront chaud la nuit. Il tourna les talons et s'éloigna sans se retourner, laissant derrière lui une jeune femme effondrée dont le monde venait de s'écrouler en quelques minutes. Autour d'eux, les marchandes avaient assisté à la scène de loin, mais elles avaient compris. Les chuchotements commencèrent immédiatement à se répandre comme une traînée de poudre. Il l'a quitté. Il a refusé de payer la dot. Elle l'a laissé partir. Mais ce que personne n'avait remarqué, c'est qu'au moment précis où Moussa prononçait ces mots de rupture, les feuilles du baobab au-dessus d'eux s'étaient mises à frémir sans qu'aucun vent ne souffle. Et qu'une nuée de corbeaux, surgie de nulle part, s'était abattue sur l'arbre en croassant de façon inquiétante. Fatoumata elle-même ne s'en rendit compte que plus tard. Beaucoup plus tard. Quand il fut trop tard pour revenir en arrière. Cette nuit-là, Fatoumata ne ferma pas l'œil. Allongée sur sa natte dans la case familiale, elle écoutait les bruits familiers du village qui s'endormait, les dernières conversations des hommes sous l'arbre à palabres, les pleurs étouffés d'un bébé que sa mère berçait, le crépitement mourant du feu central autour duquel s'organisait la vie de la concession. Mais ces sons rassurants ne parvenaient pas à calmer la tempête qui faisait rage dans son cœur et dans sa tête. Elle aimait Moussa. D'un amour total, absolu, qu'il avait transformé depuis 2 ans qu'ils se fréquentaient. Avec lui, elle avait découvert des livres qui ouvraient des horizons infinis, des idées qui bousculaient ses certitudes, des rêves qui dépassaient les limites étroites de son village natal. Il lui avait fait entrevoir une vie différente, moderne, où les femmes pouvaient être les égales des hommes, où l'intelligence et l'éducation comptaient plus que les traditions héritées. Mais elle était aussi Fatoumata Diarra, fille de griot, héritière d'une culture millénaire dont la richesse et la profondeur nourrissaient son âme depuis l'enfance. Comment pouvait-elle renier tout cela? Comment pouvait-elle tourner le dos aux ancêtres qui l'avaient façonnée, aux rites qui donnaient un sens à l'existence, aux valeurs qui structuraient sa communauté? Vers 3 heures du matin, n'y tenant plus, elle se leva silencieusement et sortit de la case. La lune, presque pleine, baignait la concession d'une lumière argentée qui transformait les objets familiers en formes mystérieuses. Elle se dirigea instinctivement vers le petit autel familial où reposaient les objets sacrés transmis de génération en génération, amulettes, cornes sculptées, bracelets de cuivre patiné, tissus bénis par les ancêtres. « Grand-mère Aïssata, murmura-t-elle en s'agenouillant devant l'autel, aide-moi à comprendre ce que je dois faire.
Toi qui as su concilier l'amour et le devoir, guide ta petite fille égarée. Sa grand-mère, morte 3 ans plus tôt, avait été la femme la plus sage qu'elle ait jamais connue. Celle qui connaissait tous les secrets des plantes, qui parlait aux esprits comme à de vieux amis, qui résolvait les conflits les plus complexes avec une parole juste et apaisante. Si quelqu'un pouvait l'éclairer depuis l'au-delà, c'était bien elle. Le vent se leva soudain, faisant claquer les feuilles des manguiers avec un bruit sec qui ressemblait à des chuchotements. Dans ce bruissement, Fatoumata crut entendre une voix familière. « Ma petite étoile, si ton cœur est déchiré entre 2 amours, demande à la forêt sacrée de choisir pour toi. » Elle sursauta, le cœur battant. Avait-elle vraiment entendu cette phrase, ou son esprit en détresse lui jouait-il des tours? Mais les mots résonnaient avec une clarté troublante dans sa mémoire. Demande à la forêt sacrée de choisir pour toi. La forêt sacrée de Kenyeba s'étendait à 2 kilomètres du village, vers l'ouest. C'était un bosquet dense et mystérieux que nul n'osait pénétrer sans raison majeure et autorisation des anciens. Selon la tradition, elle abritait les esprits des premiers habitants de la région, ceux qui avaient conclu le pacte originel avec les forces de la nature. On y venait pour les rituels d'initiation, pour consulter les oracles lors des grandes décisions communautaires, ou pour demander l'intercession des ancêtres dans les moments cruciaux. Mais y aller seul, en pleine nuit, pour une affaire personnelle? C'était non seulement dangereux, mais aussi sacrilège. Les esprits n'aimaient pas qu'on les dérange pour des futilités, et ils pouvaient se montrer impitoyables envers ceux qui violaient leur domaine sans respect. Pourtant, l'idée s'imposait à Fatoumata avec une force irrésistible. Comme si une volonté extérieure guidait ses pensées. Plus elle y réfléchissait, plus cela lui semblait être la seule solution honorable. Puisqu'elle ne parvenait pas à choisir entre l'amour et le devoir, pourquoi ne pas laisser les ancêtres trancher pour elle? Si elle survivait à l'épreuve de la forêt, ce serait le signe qu'elle devait suivre Moussa. Si elle n'en ressortait pas, eh bien, au moins elle n'aurait ni trahi son héritage ni renoncé à son amour. Au lever du jour, sa décision était prise. Elle attendit que sa famille se réveille et vaque aux occupations matinales, puis elle demanda à parler à son père. El Hadj Sédou Diarra était un homme de 60 ans dont la prestance naturelle commandait le respect. Sa barbe soigneusement taillée, ses boubous toujours impeccables et ses yeux perçants lui donnaient cette autorité tranquille des vrais sages. Quand Fatoumata lui fit part de sa requête, il la regarda longuement sans dire un mot. « Ma fille, dit-il finalement, ce que tu demandes là n'a pas été fait depuis l'époque de ton arrière-grand-mère. C'est un rite ancien, dangereux, qui ne doit être entrepris qu'en dernier recours. C'est exactement mon cas, père. Je suis en dernier recours. Et si la forêt décide contre cet homme? Accepteras-tu son verdict sans discussion? » Fatoumata hocha la tête avec gravité. « J'accepterai tout ce que décideront les ancêtres. Même si cela doit me coûter la vie. » El Hadj Sédou soupira longuement. Il connaissait sa fille, sa détermination, son caractère entier hérité des femmes de sa lignée. Une fois qu'elle avait pris une décision, rien ne pouvait l'en détourner. Alors sois. Mais tu ne peux pas y aller seul. Il faut que je consulte les anciens, que nous préparions le rituel selon les règles, que nous demandions la protection des esprits bienveillants. Les préparatifs durèrent 3 jours. 3 jours pendant lesquels tout le village ne parla que de cette démarche extraordinaire. Les uns approuvaient le courage de Fatoumata, les autres la jugeaient imprudente. Moussa lui-même, informé par ses amis, fit une dernière tentative pour la dissuader. « Fatou, tu deviens folle. Tout ça pourquoi? Pour des superstitions de vieillard. Renonce à cette mascarade et suis-moi. Nous partons demain pour Kay. » Mais Fatoumata avait franchi un point de non-retour. Elle regarda cet homme qu'elle aimait toujours autant, mais qui lui semblait maintenant étrangement distant, comme séparé d'elle par un voile invisible. « Si tu ne comprends pas pourquoi je fais cela, Moussa, c'est que tu ne m'as jamais vraiment comprise. Adieu. » Le 3e soir, accompagnée de son père et de 3 anciens du village, elle se rendit aux abords de la forêt sacrée. Les rituels préparatoires furent longs et solennels, libations sur les racines des arbres frontières, invocations aux 4 points cardinaux, offrandes de cola rouge et de miel sauvage. Puis, quand la lune apparut au-dessus de la canopée, El Hadj Sédou remit à sa fille le collier de cauris ancestral et la bénit une dernière fois. « Que les ancêtres te protègent, ma fille. Et si tu dois ne pas revenir,
sache que tu emmènes avec toi tout l'amour de ton père. Fatoumata pénétra dans la forêt sacrée juste après minuit, vêtue d'un simple pagne blanc et portant pour seul viatique une gourde d'eau et les amulettes familiales. Derrière elle, les tam-tams commencèrent à résonner, appelant les esprits à la vigilance et à la miséricorde. Elle ne savait pas encore qu'en franchissant cette lisière, elle venait de déclencher des forces qui dormaient depuis des décennies. Et que sa disparition ne serait que le début d'une série d'événements qui bouleverseraient à jamais l'équilibre fragile entre le monde moderne et les traditions ancestrales. Dans l'obscurité de la forêt, quelque chose d'ancien et de puissant venait de se réveiller. Les premiers signes de l'extraordinaire se manifestèrent dès l'aube suivante. Mamadou Keita, le berger qui menait paître son troupeau près de la lisière ouest de la forêt, fut le premier à les remarquer. Ces chèvres, d'ordinaire si disciplinées, refusaient catégoriquement de s'approcher des arbres. Elles bêlaient nerveusement, se regroupaient en cercle serré, et fixaient la canopée avec cette expression d'alerte absolue qu'ils ne leur avaient jamais vue. « Qu'est-ce qui vous prend, mes beautés ?» marmonna-t-il en tentant de les pousser vers les pâturages habituels. Mais les bêtes résistaient, tirant sur leurs liens, leurs yeux dilatés par une peur qu'ils ne comprenaient pas. C'est alors qu'il l'entendit. Un son qu'aucune oreille humaine n'avait perçu depuis l'époque légendaire de ses arrière-grands-pères. Un chant lointain, mélodieux et troublant, qui semblait monter des profondeurs de la terre elle-même. Pas une voix humaine, plutôt une mélodie végétale, comme si les arbres s'étaient mis à fredonner à l'unisson une berceuse oubliée. Mamadou sentit ses poils se dresser sur ses bras. Il abandonna son troupeau et courut vers le village, ses sandales claquant sur le sentier poussiéreux, son cœur battant la chamade. Derrière lui, le chant continuait, s'amplifiant, rejoignant par d'autres voix invisibles jusqu'à former une symphonie mystérieuse qui planait au-dessus de Kenyeba comme une bénédiction ou une malédiction. Au village, l'émoi était déjà palpable. Fatoumata n'était pas revenue de la forêt sacrée, et cela faisait maintenant 8 heures qu'elle avait disparu dans les entrailles verdoyantes. El Hadj Sédou et les anciens maintenaient officiellement que tout était normal, les rituels de consultation pouvaient durer plusieurs jours, mais leur visage tendu trahissait une inquiétude grandissante. Ce chant, murmura Tierno Amadouba, le plus âgé des marabouts du village. Ma grand-mère me racontait que ses propres grands-parents l'avaient entendu une fois, quand les djinns de la forêt avaient accepté d'intervenir dans les affaires des hommes. C'était il y a plus de 100 ans. Les femmes se rassemblaient par petits groupes inquiets, échangeant des regards entendus et des paroles à mi-voix. Aminata Koulibaly, la meilleure amie de Fatoumata, ne tenait plus en place. Il faut organiser une battue. Elle a peut-être eu un accident, elle a peut-être besoin d'aide. Mais El Hadj Sédou secouait fermement la tête. Personne ne pénétrera dans la forêt sacrée tant que les esprits n'auront pas terminé leur œuvre. C'est la règle absolue. Nous devons attendre. Attendre. Le mot le plus difficile à accepter quand ceux qu'on aime sont en danger. Pendant ce temps, dans les ruelles du village, une autre agitation grandissait. Car Moussa Traoré, informé de la disparition de Fatoumata, avait complètement perdu son sang-froid habituel. « Vous êtes tous devenus fous » criait-il en arpentant la place du marché, sa chemise trempée de sueur. Une femme de 23 ans a disparu dans une forêt, et vous restez là à attendre des signes mystiques. Il faut appeler les pompiers de Kay, organiser des recherches sérieuses, alerter la gendarmerie. Ces paroles trouvaient un écho chez quelques jeunes du village, ceux qui comme lui avaient goûté à l'éducation moderne et regardaient les traditions ancestrales avec scepticisme. Mais ils se heurtaient au mur inébranlable des anciens, soutenus par la majorité des familles. « Mon fils, lui dit paisiblement le vieux Bakary Kouyaté, certaines choses dépassent la compréhension de tes livres français. Ta fiancée a choisi de consulter les esprits. Les esprits répondent à leur manière et selon leur temps. Nous n'avons pas d'autre choix que de respecter ce processus. » Processus, explosa Moussa. Vous appelez ça un processus ? C'est de l'obscurantisme pur. Et si elle meurt là-dedans ? Si elle se perd, si elle tombe dans un trou, si elle est mordue par un serpent ? Alors les ancêtres auront tranché, répondit simplement le griot. Cette réponse acheva d'exaspérer Moussa. Il tourna les talons et se dirigea d'un pas décidé vers sa voiture. Sa décision était prise, puisque ces sauvages superstitieux refusaient d'agir rationnellement, il irait chercher Fatoumata lui-même. Mais au moment où il atteignait la lisière de la forêt,
quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le chant mystérieux s'interrompit brusquement, remplacé par un silence assourdissant. Pas un bruissement de feuilles, pas un cri d'animal, pas un souffle de vent. Comme si la nature entière retenait son souffle. Puis, lentement, les arbres commencèrent à bouger. Pas le balancement normal des frondaisons sous la brise. Un mouvement délibéré, coordonné, hypnotique. Les branches s'écartaient et se refermaient selon un rythme précis, dessinant dans l'air des figures géométriques complexes. Les troncs eux-mêmes semblaient pulser, leur écorce ondulant comme une peau vivante. Moussa, paralysé par ce spectacle impossible, sentit sa vision cartésienne du monde s'effriter comme un château de sable. Ses genoux se mirent à trembler, sa bouche s'assécha, et pour la première fois de sa vie d'homme rationnel et éduqué, il eut peur. Vraiment peur. D'une terreur primale qui remontait aux origines de l'humanité, quand les hommes savaient encore que la nature était plus vaste et plus mystérieuse que leur entendement. C'est alors qu'elle apparut. Au centre de la clairière frontière, entre les racines noueuses d'un fromager millénaire, une silhouette féminine se matérialisa progressivement. D'abord translucide, comme un mirage de chaleur, puis de plus en plus nette, de plus en plus réelle. Fatoumata. Mais une Fatoumata transformée, transfigurée, qui n'avait plus rien de la jeune femme simple et charmante qu'il avait aimée. Ses cheveux, d'ordinaire si soigneusement tressés, flottaient maintenant librement autour de son visage dans une auréole sombre qui semblait animée de vie propre. Sa peau rayonnait d'un éclat doré qui ne devait rien au soleil, et ses yeux brillaient d'une lumière intérieure qui n'appartenait plus tout à fait au monde des humains. Elle était vêtue d'un pagne tissé dans une matière inconnue, qui changeait de couleur selon l'angle du regard, passant du vert profond des feuilles au brun chaud de l'humus. Quand elle ouvrit la bouche pour parler, sa voix porta des harmoniques impossibles, comme si plusieurs personnes parlaient simultanément à travers elle. Moussa Traoré, fils de Sékou, petit-fils d'Almami. Tu es venu chercher celle que tu prétendais aimer. Celle pour qui tu refusais de respecter les traditions de ses ancêtres. Moussa voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Une force invisible l'immobilisait, le contraignant à écouter sans pouvoir intervenir. Les esprits de la forêt ont entendu ma prière, continua Fatoumata d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Ils ont pesé nos deux amours, celui que tu me portais, et celui que je porte à mon héritage. Ils ont rendu leur verdict. Autour d'eux, les arbres s'étaient immobilisés dans des positions étranges, leurs branches formant comme une cathédrale végétale aux voûtes impossibles. Dans cette cathédrale, la lumière elle-même semblait différente, plus dense, chargée de significations que l'esprit humain ne pouvait qu'effleurer. Quel verdict, parvint enfin à articuler Moussa, sa voix réduite à un souffle. Fatoumata sourit, mais ce sourire portait une tristesse infinie. Tu as le choix, mon amour. Soit tu acceptes de respecter nos traditions, tu retournes au village demander officiellement ma main selon les rites, tu paies la dot avec humilité et reconnaissance, et nous nous marions selon la volonté de nos ancêtres. Dans ce cas, je redeviendrai celle que j'étais, et nous connaîtrons le bonheur que tu as promis. Et l'autre option, demanda Moussa, bien qu'il redoutât la réponse. L'autre option, c'est que tu persistes dans ton refus. Alors je resterai ici, dans la forêt, gardienne des traditions que tu méprises. Je deviendrai l'esprit qui veille sur les amours respectueuses et qui punit celles qui bafouent l'héritage des ancêtres. Et toi, tu repartiras seul vers ta vie moderne, mais tu porteras à jamais le poids de ce refus. Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les discours. Dans ce silence, Moussa pesa les implications de chaque choix. Accepter signifiait reconnaître publiquement qu'il s'était trompé, que sa vision progressiste de l'Afrique était incomplète, que les traditions qu'il méprisait avaient peut-être une sagesse qu'il n'avait pas su percevoir. Refuser, c'était perdre définitivement la femme qu'il aimait, mais conserver sa cohérence intellectuelle et ses convictions. J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-il finalement. Tu as jusqu'au coucher du soleil, répondit Fatoumata. Après, il sera trop tard. Les portes entre nos deux mondes se refermeront, et plus jamais nous ne pourrons nous retrouver. Sur ces mots, elle se fondit à nouveau dans la végétation, laissant Moussa seul face à la décision la plus importante de sa vie. Autour de lui, la forêt retrouva progressivement son apparence normale, mais l'air vibrait encore de cette énergie surnaturelle qui lui donnait la chair de poule.
Moussa tituba jusqu'au village dans un état de choc profond. Son monde rationnel, construit patiemment pendant des années d'études scientifiques, venait d'exploser en quelques minutes. Comment expliquer ce qu'il avait vu? Comment concilier sa formation d'ingénieur avec cette réalité impossible qui défait toutes les lois de la physique? Quand il arriva sur la place centrale, haletant et les vêtements déchirés par les épines, tous les regards convergèrent vers lui. El Hadj Seydou s'approcha, son visage grave mais empreint d'une compassion paternelle. « Mon fils, les esprits t'ont parlé, n'est-ce pas ?» Moussa hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Comment raconter l'inracontable? Comment décrire une expérience qui remettait en question tout ce en quoi il avait cru? Elle va bien, demanda Aminata Koulibaly, les larmes aux yeux. Elle va bien, parvint à articuler Moussa. Mais elle n'est plus tout à fait la même. Tierno Amadouba, le vieux marabout, acquiesça gravement. C'est toujours ainsi quand les esprits acceptent d'intervenir directement. Ils transforment ce qu'ils touchent. Fatoumata porte maintenant en elle une part de leur pouvoir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pressa El Hadj Seydou. Moussa raconta tant bien que mal sa rencontre surnaturelle, les paroles de Fatoumata transformées, l'ultimatum qui lui était donné. Plus il parlait, plus les visages autour de lui exprimaient un mélange de crainte respectueuse et d'espoir. Tu as jusqu'au coucher du soleil, résuma le père de Fatoumata. C'est dans 6 heures. 6 heures pour choisir entre tes convictions et ton amour. Moussa s'effondra sur un tabouret, la tête entre les mains. Autour de lui, les discussions allaient bon train. Les anciens hochaient la tête avec satisfaction, enfin, les esprits remettaient ce jeune prétentieux à sa place. Les jeunes étaient partagés entre admiration pour le courage de Fatoumata et incompréhension devant ce mélange déroutant de tradition et de surnaturel. Mais dans cette cacophonie de voix et d'opinions, une personne restait silencieuse, Bakary Traoré, le père de Moussa. Âgé de 65 ans, cet ancien instituteur avait consacré sa vie à l'éducation moderne, croyant dur comme fer que l'Afrique ne pouvait progresser qu'en abandonnant ses superstitions, pour embrasser la science et la technologie. Il avait élevé son fils dans cette philosophie, en était fier, et voyait en lui l'incarnation parfaite de cette nouvelle génération africaine émancipée. Pourtant, en regardant Moussa effondré, quelque chose remua dans les profondeurs de sa mémoire. Des souvenirs de sa propre enfance, quand sa grand-mère lui racontait des histoires d'esprit et de magie qu'il avait plus tard rejetées comme des contes pour enfants ignorants. Des sensations étranges qu'il avait éprouvées parfois, seul dans la brousse, et qu'il s'était empressé d'oublier au nom de sa formation moderne. « Mon fils, dit-il finalement en s'agenouillant près de Moussa, raconte-moi exactement ce que tu as ressenti quand elle t'est apparue. Pas ce qu'elle a dit, mais ce que tu as éprouvé au plus profond de toi. » Moussa leva vers lui des yeux rougis. « J'ai eu peur, papa. Une peur comme je n'en avais jamais connue. Mais en même temps, j'ai senti quelque chose de familier. Comme si une partie de moi reconnaissait ce monde que mon éducation m'avait appris à nier. » Bakary hocha lentement la tête. « Cette partie de toi, c'est ton âme africaine, mon fils. Celle que j'ai cru bon d'étouffer pour faire de toi un homme moderne. Peut-être que j'ai eu tort. » Un murmure parcourut l'assistance. Voir Bakary Traoré, l'intellectuel respecté, remettre en question ses propres convictions était presque aussi extraordinaire que l'apparition de Fatoumata. « Mais enfin, papa, protesta faiblement Moussa, tu ne vas pas me dire que tu crois maintenant à toutes ces histoires de djinns et de sorcellerie? Je ne sais plus ce que je crois, admit Bakary avec une humilité touchante. Mais je vois mon fils souffrir, et je vois une communauté entière bouleversée par des événements qui dépassent notre compréhension habituelle. Peut-être que la vérité n'est ni dans le rejet total des traditions, ni dans leur acceptation aveugle, mais quelque part entre les deux. C'est alors qu'intervint une voix inattendue, celle de Dr Mariam Camara, la jeune médecin qui dirigeait le dispensaire de Kéniéba depuis son retour d'études en France. « Moussa, dit-elle en s'approchant, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai longtemps considéré nos traditions comme des obstacles au progrès. Mais depuis que je pratique ici, j'ai vu des guérisons que ma science ne peut expliquer. J'ai vu des herboristes obtenir des résultats que nos médicaments modernes n'atteignent pas. J'ai appris qu'il existe des formes de sagesse que nos universités occidentales n'enseignent pas. » Elle s'agenouilla à côté de lui, posant une main compatissante sur son épaule.
La question n'est pas de savoir si ce que tu as vu est vrai, au sens scientifique du terme. La question est, es-tu prêt à accepter que ton amour pour Fatoumata passe par le respect de ce qu'il a construit en tant que personne? Ces paroles frappèrent Moussa comme une révélation. Car c'était exactement là que résidait le cœur du problème. En refusant de payer la dot, en méprisant les traditions de Fatoumata, il n'avait pas simplement rejeté des superstitions. Il avait rejeté une partie essentielle de celle qu'il prétendait aimer. Comment peut-on vraiment aimer quelqu'un, continua Dr. Camara, si on refuse d'accepter ce qui le nourrit spirituellement? Si on veut le couper de ses racines pour le transformer selon nos propres critères? Le soleil commençait sa descente vers l'horizon. Dans 3 heures, il serait trop tard. Moussa se leva brusquement, une détermination nouvelle dans le regard. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Quelles sont les étapes du rituel de demande en mariage? Un sourire soulagé éclaira le visage d'El Hadj Seydou. Mon fils, il faut d'abord que tu viennes officiellement demander pardon pour ton attitude passée. Ensuite, nous négocierons ensemble une dot qui respecte nos traditions tout en tenant compte de tes moyens réels. Enfin, nous organiserons la cérémonie de bénédiction des ancêtres. Combien de temps tout cela prend-il? Si tout le monde est de bonne volonté, nous pouvons tout faire avant le coucher du soleil. Moussa prit une profonde inspiration. Alors allons-y. J'ai une fiancée à reconquérir. Mais au moment où il prononçait ces mots, un détail troublant attira son attention. Dans la foule qui s'était rassemblée autour d'eux, il remarqua plusieurs visages qu'il n'avait jamais vus au village. Des hommes et des femmes d'âge divers, vêtus de façon traditionnelle, qu'il observait avec une intensité particulière. Leurs yeux brillaient de cette même lumière intérieure qu'il avait vue chez Fatoumata transformée. Qui sont ces gens? Demanda-t-il discrètement à El Hadj Seydou. Le père de Fatoumata suivit son regard et pâlit légèrement. Je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus non plus. Tierno Amadou Ba s'approcha d'eux, le visage grave. Ce sont les gardiens, murmura-t-il. Les esprits des anciens qui veillent sur les traditions sacrées. Ils sont venus s'assurer que le rituel sera accompli correctement. Leur présence signifie que l'enjeu dépasse maintenant votre simple histoire d'amour, mon fils. Comment ça? Votre refus initial a ébranlé l'équilibre entre tradition et modernité dans notre région. Si vous échouez maintenant, si le rituel n'est pas parfaitement accompli, les conséquences pourraient affecter toute la communauté. D'autres jeunes pourraient suivre votre exemple et rejeter complètement nos coutumes. À l'inverse, votre soumission respectueuse aux traditions pourrait réconcilier les deux mondes. Moussa sentit le poids de cette responsabilité s'abattre sur ses épaules. Il ne s'agissait plus seulement de reconquérir Fatoumata, mais de prouver qu'il était possible d'être à la fois moderne et respectueux de l'héritage ancestral. Aidez-moi, dit-il simplement. Guidez-moi dans chaque geste, chaque parole. Je ne veux pas échouer. Les préparatifs commencèrent immédiatement, dans une atmosphère de solennité extrême. Moussa fut conduit vers la case d'El Hadj Seydou pour la cérémonie officielle de demande. Là, agenouillé sur une natte face aux anciens du village, il prononça les mots que son orgueil avait refusés pendant des semaines. Vénérés anciens, père et mère de sagesse, je viens humblement reconnaître mes erreurs. J'ai manqué de respect envers vos traditions, j'ai méprisé la sagesse de vos ancêtres, j'ai voulu imposer ma vision étroite à celle que j'aime. Je demande pardon et sollicite votre bénédiction pour épouser votre fille Fatoumata selon les rites sacrés de votre peuple. El Hadj Seydou échangea un regard avec les autres anciens. Puis, d'une voix solennelle, il répondit. Moussa Traoré, fils de Bakari, nous entendons tes paroles de repentir. Mais les mots ne suffisent pas. Es-tu prêt à prouver ta sincérité en respectant scrupuleusement tous les aspects de nos traditions? Je le suis. Alors écoute bien ce qui t'est demandé. La négociation de la dot qui suivit fut intense mais équitable. Contrairement à ce que craignait Moussa, les anciens ne cherchèrent pas à l'humilier ou à l'appauvrir. Ils établirent avec sagesse une liste d'offrandes qui respectait ses moyens tout en honorant la valeur symbolique du rituel, 10 têtes de bétail, 50 mesures de mil, 20 pagnes de qualité, des bijoux en or d'une valeur raisonnable, et surtout, l'engagement de contribuer au développement du village en utilisant ses compétences d'ingénieur. Tu vois, mon fils, lui expliqua El Hadj Seydou, la dot n'a jamais été un racket.
c'est un échange qui unit deux familles et engage l'époux à prendre soin non seulement de sa femme, mais de toute sa communauté. Pendant que les négociations se déroulaient, d'étranges phénomènes continuaient à se manifester autour du village. Des vols d'oiseaux migrateurs, qui n'avaient aucune raison de se trouver là à cette saison, tournoyaient au-dessus de la forêt sacrée en dessinant des motifs complexes. Les puits du village donnaient une eau plus claire et plus fraîche qu'à l'ordinaire. Les femmes enceintes rapportaient toutes avoir fait le même rêve, celui d'une jeune femme couronnée de feuilles qui bénissait leurs futurs enfants. Mais le plus troublant était le comportement des objets en métal. Tous les bijoux, les outils, les ustensiles de cuisine se mirent à émettre un léger tintement musical, comme s'ils résonnaient en harmonie avec une fréquence mystérieuse. Les forgerons du village, traditionnellement sensibles à ces phénomènes, confirmèrent que les métaux chantent quand les esprits approuvent. À 2 heures du coucher du soleil, tout était prêt. La dot était rassemblée, les bénédictions prononcées, les contrats spirituels scellés selon les règles ancestrales. Il ne restait plus qu'à retourner à la forêt sacrée pour accomplir l'ultime étape du rituel. Mais quand le cortège, mené par Moussa transformé et humilié, arriva aux abords de la forêt, ils découvrirent que celle-ci avait encore changé. Les arbres étaient maintenant disposés en cercle concentrique parfait, créant une sorte d'amphithéâtre naturel au centre duquel trônait un fromager gigantesque que personne n'avait jamais vu auparavant. Et sous ce fromager, assise sur un trône tissé de racines et de lianes, les attendait Fatoumata. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Autour du trône végétal de Fatoumata se tenaient maintenant une dizaine de figures translucides, toutes vêtues des costumes traditionnels de différentes époques. Moussa reconnut avec stupeur certains visages que lui avaient montrés les portraits de famille, ses propres ancêtres, morts depuis des générations, qui le regardaient avec un mélange de sévérité et de bienveillance. « Grand-père Almami », murmura-t-il en reconnaissant l'homme qu'il avait élevé pendant ses premières années. « Mais, vous êtes mort quand j'avais 8 ans. » Le vieil homme sourit, ses traits éthérés irradiant une paix profonde. « La mort n'est qu'un passage, mon petit-fils. Nous n'avons jamais cessé de veiller sur toi, même quand tu as choisi d'oublier nos enseignements. » À côté de lui, une femme élégante en grand boubou blanc s'avança. Moussa la reconnut également, son arrière-grand-mère Aminata, celle dont on disait qu'elle conversait avec les djinns et guérissait par imposition des mains. « Moussa, mon enfant, dit-elle d'une voix douce comme une berceuse, tu as cru que rejeter nos traditions te rendrait plus fort, plus moderne. Mais tu ne peux pas construire un arbre solide en coupant ses racines. » De son côté, Fatoumata était entourée de ses propres ancêtres. Sa grand-mère Aïssata, celle qui lui avait enseigné les chants traditionnels et les secrets des plantes. Son arrière-grand-père Sédou, le griot légendaire dont les récits avaient bercé son enfance. Et d'autres figures plus anciennes encore, remontant aux origines mythiques de sa lignée. « Ma petite fille chérie, dit Aïssata en caressant les cheveux de Fatoumata, tu as eu le courage de nous consulter quand ton cœur était déchiré. Les épreuves que tu as traversées dans la forêt t'ont transformé, mais pas comme tu le croyais. » « Comment ça, grand-mère ? Tu pensais que nous allions choisir pour toi entre l'amour et le devoir. Mais ce n'était pas le vrai enjeu. Le vrai enjeu était de prouver qu'il est possible d'harmoniser les deux. Ton sacrifice nous a touchés, et celui de Moussa nous a convaincus. » El Hadj Sédou, qui avait suivi la scène avec un respect mêlé de terreur, prit la parole. « Vénérés ancêtres, que devons-nous faire maintenant ? Nos enfants peuvent-ils s'unir avec votre bénédiction ? » Ce fut le grand-père Almami de Moussa qui répondit. « Ils le peuvent et ils le doivent. Mais leur union portera une responsabilité particulière. Ils devront montrer à leur génération qu'il est possible d'être à la fois moderne et respectueux des traditions. Qu'on peut embrasser le progrès sans renier ses racines. » « Comment ? » demanda Moussa, ému aux larmes par ces retrouvailles impossibles. Son arrière-grand-mère Aminata leva la main, et dans cette main apparut un objet d'une beauté saisissante. Un pendentif en or ciselé représentant un baobab dont les racines et les branches s'entrelaçaient en motifs complexes. « Ceci est le pendentif de l'harmonie, expliqua-t-elle. Il a été forgé par nos ancêtres forgerons il y a 5 siècles, quand ils ont conclu le premier pacte avec les esprits de cette forêt. Celui qui le porte peut servir de pont entre le monde ancien et le monde nouveau. » Elle tendit le bijou vers Fatoumata. « Ma fille, acceptes-tu de devenir la gardienne de l'harmonie ? De veiller à ce que les traditions de notre peuple évoluent sans se perdre, s'adaptent sans se trahir ?
Fatoumata regarda alternativement le pendentif et Moussa. Dans ses yeux, l'amour et le devoir ne luttaient plus l'un contre l'autre. Ils s'étaient réconciliés, formant une résolution unique et puissante. J'accepte, grand-mère. Mais je ne peux accomplir cette mission seule. Elle tendit la main vers Moussa. Veux-tu être mon compagnon dans cette tâche? Veux-tu m'aider à construire un avenir qui honore le passé sans s'y enfermer? Moussa n'hésita pas une seconde. Il s'avança et prit la main de Fatoumata. Au moment où leurs doigts se touchèrent, le pendentif se mit à briller d'une lumière dorée qui les enveloppa tous les deux. Je le veux, déclara-t-il solennellement. Et je demande pardon à tous nos ancêtres pour mon aveuglement passé. Les esprits ancestraux échangèrent des regards satisfaits. Puis, un par un, ils s'approchèrent du couple pour leur donner leur bénédiction. Chaque bénédiction s'accompagnait d'un don, la sagesse pour Fatoumata, la humilité pour Moussa, la force pour leur future descendance, la prospérité pour leur communauté. Quand la cérémonie mystique s'acheva, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'amphithéâtre forestier commença à se transformer, mais au lieu de reprendre sa forme normale, il évolua vers quelque chose de nouveau. Les arbres conservèrent leur disposition en cercle, mais des sentiers clairs apparurent entre eux, permettant l'accès sans danger. Le fromager géant demeura, mais des bancs de pierre poussèrent autour de lui, créant un lieu de méditation et de rassemblement. Cette clairière restera ainsi, expliqua l'esprit de grand-père Almami. Elle sera le lieu où les générations futures pourront venir chercher conseil quand elles seront confrontées au même dilemme que vous. Le lieu où tradition et modernité pourront dialoguer au lieu de se combattre. Les ancêtres commencèrent alors à s'estomper, leur forme devenant de plus en plus transparente. Mais avant de disparaître complètement, l'arrière-grand-mère Aminata adressa un dernier message au couple. N'oubliez jamais que vous portez maintenant la responsabilité de vos deux lignées. Vos enfants devront apprendre les langues anciennes autant que les sciences modernes. Ils devront comprendre les mystères de la forêt autant que les lois de l'ingénierie. C'est ainsi que notre peuple trouvera sa voie vers l'avenir. Nous nous en souviendrons, promirent en chœur Moussa et Fatoumata. Quand les esprits eurent complètement disparu, le couple se retrouva seul dans la clairière transformée. Mais ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'au début de cette histoire. Fatoumata avait perdu son éclat surnaturel pour retrouver son apparence humaine, mais ses yeux conservaient une profondeur nouvelle, celle de quelqu'un qui a conversé avec l'éternité. Moussa avait gardé toute son intelligence et sa formation moderne, mais son arrogance avait disparu, remplacée par une humilité respectueuse et une ouverture d'esprit véritable. Ils s'embrassèrent longuement, scellant leur fiançailles sous la bénédiction des ancêtres et la protection de la forêt sacrée. Puis, main dans la main, ils retournèrent vers le village où les attendait toute la communauté. Mais leur histoire ne s'arrêtait pas là. Elle ne faisait que commencer. 5 années ont passé depuis cette nuit extraordinaire où les esprits ancestraux sont intervenus pour réconcilier l'amour et la tradition. Le village de Kenyeba a profondément changé, devenant un modèle unique d'harmonie entre modernité et respect des coutumes. Moussa et Fatoumata, désormais mariés et parents de jumeaux, Aminata et Almami, prénoms choisis pour honorer leurs ancêtres, ont tenu leurs promesses. Moussa a utilisé ses compétences d'ingénieur pour développer des projets d'infrastructures qui respectent l'environnement et les sites sacrés. Il a également créé la première école d'ingénierie traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, où les étudiants apprennent autant les technologies de pointe que les savoirs ancestraux sur les matériaux et la construction. Fatoumata, portant toujours le pendentif de l'harmonie, est devenue une médiatrice reconnue dans toute la région. Elle aide les familles confrontées au même dilemme que autrefois, trouvant des solutions qui concilient respect des traditions et aspirations modernes. Elle a aussi fondé un centre de documentation des traditions orales, où les griots enregistrent leurs récits pendant que de jeunes étudiants les transcrivent et les traduisent. La clairière sacrée transformée est devenue un lieu de pèlerinage unique. Des jeunes Africains de tout le continent viennent y chercher des réponses quand ils sont déchirés entre leurs racines et leurs ambitions modernes. Étrangement, beaucoup rapportent avoir vécu des expériences mystiques similaires à celles de Moussa et Fatoumata, confirmant que les esprits ancestraux continuent de veiller et de guider ceux qui les consultent avec respect. Le docteur Mariam Kamara a développé un programme médical révolutionnaire qui combine médecine moderne et phytothérapie traditionnelle, obtenant des résultats spectaculaires dans le traitement de maladies que chaque approche séparément n'arrivait pas à soigner.
Mais le plus important, c'est l'impact sur les générations suivantes. Les enfants de Kenyeba grandissent maintenant dans un environnement où il est naturel de maîtriser l'informatique, de connaître les chants ancestraux, de comprendre la physique quantique, de respecter les esprits de la nature, de rêver de voyages spatiaux, de vénérer la sagesse des anciens. Cette synthèse réussie attire l'attention internationale. Des délégations d'éducateurs, d'anthropologues et de politiques viennent étudier le modèle de Kenyeba. Certains restent sceptiques, attribuant les phénomènes mystiques à des illusions collectives. D'autres repartent convaincus qu'ils ont assisté à la naissance d'une nouvelle forme de développement africain authentique. Moussa, aujourd'hui respecté autant pour sa compétence technique que pour sa sagesse traditionnelle, réfléchit souvent à ce parcours extraordinaire. Il se souvient de son arrogance passée avec un sourire indulgent, comprenant que cette phase était nécessaire à son évolution. Car comment peut-on vraiment apprécier l'harmonie sans avoir d'abord connu la discorde ? Tu sais, dit-il souvent à Fatoumata quand il se promène le soir dans la clairière sacrée, nos ancêtres étaient plus malins que nous. Ils savaient déjà que nous finirions par nous retrouver ici. Fatoumata sourit, caressant le pendentif qui ne la quitte jamais. Ils n'ont fait qu'accélérer un processus inévitable. L'amour véritable finit toujours par triompher des barrières qu'on dresse autour de lui. Leurs jumeaux, Aminata et Almami, jouent maintenant dans cette même clairière où leurs parents ont vécu leur transformation. Ils parlent couramment bambara, français et anglais. Ils savent utiliser les tablettes numériques autant que les instruments de musique traditionnels. Ils comprennent les équations mathématiques et les symboliques ancestrales. Ils incarnent parfaitement cette nouvelle génération africaine que leurs parents avaient rêvée. Et parfois, quand le vent souffle dans les feuilles du grand fromager, on peut encore entendre les chuchotements bienveillants des ancêtres qui approuvent cette réconciliation réussie entre passé et avenir. Car la plus grande leçon de cette histoire, celle que les griots continuent de transmettre lors des veillées, c'est que l'amour ne consiste pas à changer l'autre selon nos désirs, mais à l'accepter dans toute sa complexité. Et que les traditions ne sont pas des chaînes qui entravent, mais des racines qui nourrissent et permettent de grandir plus haut vers le ciel. Aujourd'hui encore, quand les jeunes Africains hésitent entre modernité et tradition, leur aîné leur raconte l'histoire de Moussa qui a refusé de payer la dot et de Fatoumata qui a disparu dans la forêt sacrée. Non pas pour les effrayer ou les culpabiliser, mais pour leur montrer qu'il existe une troisième voie, celle de l'harmonie respectueuse qui honore le passé tout en construisant l'avenir. Car c'est cela, la vraie sagesse africaine, savoir que l'on peut être à la fois l'héritier de ses ancêtres et l'architecte de son destin. Que l'on peut porter des costumes occidentaux tout en gardant une âme africaine. Que l'on peut maîtriser les technologies les plus avancées tout en conversant avec les esprits de la forêt. L'histoire de Moussa et Fatoumata continue de s'écrire, car leur exemple inspire chaque jour de nouveaux couples, de nouvelles familles, de nouvelles communautés à chercher leur propre harmonie entre tradition et modernité. Et dans la forêt sacrée de Kenyeba, transformée en sanctuaire de réconciliation, les esprits ancestraux veillent toujours, prêts à guider ceux qui ont le courage de leur demander conseil avec humilité et respect. Que cette histoire vous accompagne dans votre propre quête d'harmonie. Car nous sommes tous, à notre manière, des Moussa et des Fatoumata cherchant à concilier ce que nous sommes avec ce que nous voulons devenir.